Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons d'abord en kiosque voir ce que la presse a signé ce matin. Démarrons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une grand dialogue national, défi de crédibilité, de légitimité et d'efficacité. Le grand dialogue national est entré dans sa vitesse de croisière. Les travaux en commission devraient déboucher ce jeudi sur l'examen et l'adoption du rapport final du dit dialogue. Entre absence de neutralité du président, diaspora méfiante et divisée, risque d'une nouvelle escalade, Ayoub Tabé, Kamto et autres toujours en prison. Ce que pense le cardinal Christian Thomy, écrit le journal. Le journal parle aussi de la forme de l'État quand le SDF accuse le ministre du Shadow Cabinet en charge de la communication, soutient que la commission de la décentralisation est programmée pour plomber le grand dialogue national. Le journal parle aussi des membres des commissions, l'invasion du RDPC, la majeure partie des présidents et vice-présidents proviennent des rangs du RDPC. Revue de troupes dans un article en page 6 du quotidien La Nouvelle Expression. Et puis La Nouvelle Expression qui a aussi donné la parole à Cyril Petrofondion. On ne peut pas inviter les gens à une discussion lorsqu'on envisage de les arrêter. Dixit ce Camerounais de la diaspora, membre de la brigade anti-sardinard. Et puis à la une du quotidien le messager qui parle de Robert Messi, le grand dialogue Ngongo Atanganji et moi, premier fonctionnaire à dénoncer à travers un grand déballage dans la presse, les détournements de fonds du régime. Il se lâche dans le quotidien Le Messager. Et puis le journal parle aussi de la forme de l'État, la racine du mal, le fédéralisme comme chaînon incontournable dans les liens de la paix recherchée au cours de ce dialogue. Et puis sur d'autres journaux paru aussi en kiosque ce matin. Il s'agit du quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour qui parle du grand dialogue national, le vœu du représentant Afrique d'Angela Merkel, qui suit aussi de près ce dialogue. L'Info Matin qui parle de grand dialogue national. 5 ambazoniens quittent le maquis. Leur chef de file dénommé général Capture and Destroy a déclaré que ses camarades chefs miliciens l'ont envoyé pour les représenter au pourparlers de paix de Yaoundé. Parle de Congrès, Jean-Jean Ekindi retourne au grand dialogue. Le président du mouvement progressiste est revenu hier sur sa décision de quitter les travaux en commission après une rencontre avec le premier ministre, chef du gouvernement. Le quotidien Mutation qui titre en sa une face à l'histoire, la preuve par 8, les 8 commissions. Le journal met ici en exergue les présidents des différentes commissions qui met ici en exergue les portraits et les dossiers chauds qui les attendent, indique donc le journal. La Tribune d'Afrique qui revient sur l'intervention du sultan roi des Bamoun au grand dialogue national, un fidèle de Paul Biya pour la stabilité du Cameroun, écrit le journal. Le journal Le Père qui parle du grand dialogue national, boycott de Kava Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas été aperçu au grand dialogue national au Palais des Congrès. Et puis le journal Diapason qui parle aussi du grand dialogue national, le jackpot, la reddition ce mercredi de 5 combattants de guerre opérant dans le sud-ouest est un signe appréciable vers la résolution du conflit, écrit le journal Diapason. Et puis le journal Signature qui consacre sa une au grand dialogue national, la grande confession, parlant ainsi de ces ex-combattants qui ont décidé de déposer les armes, tout comme le quotidien Cameroun Tribune, Major National Dialogue, ex-combattants State Resolve for Peace. Parlant aussi de ces ex-combattants qui sont engagés aux côtés du Premier ministre, chef du gouvernement, pour travailler au retour à la paix dans les régions anglophones. Le grand dialogue national, écrit émergence, les signes d'un échec programmé. Du moins, voilà ce qu'on peut retenir de la revue de presse des journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec nos deux invités sur ce plateau. Évidemment, Camille Nélé, le doyen, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour Jean-Paul Sounette, bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout les accros de la revue des grandes unes. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce jour, dans le grand dialogue national? Ce jour ou cette semaine? Cette semaine, cette semaine, puisque nous suivons jour le jour. Nous suivons jour le jour, mais moi, ce qui m'a le plus marqué jusqu'à présent, c'est la prise de parole du sultan Bobo Dioya, qui est aussi controversé, aussi bien dans la presse que dans les réseaux sociaux. Le sultan Bobo Dioya, qui est ce qu'on peut appeler une sorte
j'arrive pas à trouver le mot, de ce régime. Gardien de temple? Non, pas gardien du temple. C'est-à-dire que quelqu'un qui est considéré comme un véritable poteau, un véritable poteau un pilier. Un pilier des régimes Biya et Ahidjo, hein, a dit en réalité ce que beaucoup pensent tout bas, c'est-à-dire que pour la stabilité du Cameroun, parce que c'est dans le sens de la stabilité du Cameroun qu'il a demandé que l'on revienne, que l'on parle franchement et de l'association et du mandat présidentiel qui doit être amené à 5 ans alors qu'il était à 5 ans il y a quelques années, et même de la révision du code électoral pour que les élections soient moins contestables, moins contestées. Moi je pense que ce sont des choses élémentaires qui rencontrent l'assentiment de tout le monde et qui effectivement peuvent conduire à une meilleure stabilité du Cameroun, parce que avec ces quelques conditions égrenées par le sultan Bombon Joya et su de tout le monde, moi je pense que ce n'est pas un pavé dans la barre, mais c'est plutôt une évidence. Dans tous les cas, selon vous, ça ne remet pas en cause sa qualité, sa fidélité au RDPC, au président Paul Biya? Non, ça ne remet pas en cause. Contrairement à ce que la presse a voulu. Contrairement à ce que beaucoup ont voulu penser, et contrairement à ce que susurrent ou murmurent quelques-uns. Donc je pense même que avant de le dire, il a certainement dû dire au président de la République que voici ce que je vais dire. Et qui sait si ce n'est pas avec l'accord du président de la République, parce que il faudrait bien que après ce débat, ce grand dialogue national, qu'on passe franchement à autre chose. Et moi je pense que le sultan Bombon Joya n'a fait que lancer une sorte de Il avait d'ailleurs déjà donné le ton lors du meeting de Bafoussam il y a quelques mois. Guy Fongam, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour. L'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, la voix de l'Ouest, et bonjour nombreux téléspectateurs de Taring Kanoum et d'IDEA, la ville lumière, qui prennent un plaisir inégalé à regarder la revue des unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Non, rapidement, pour dire que, peut-être avant de reprendre votre question, pour rappeler que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce que le sultan a dit puisse autant captiver l'attention. Il n'a fait que redire ce qui a été dit depuis plusieurs années. Il me semble que la tripartite, ça a été dit, la limitation des mandats présidentiels, 5 ans renouvelables une fois, je veux dire, ça a été dit à la tripartite. Donc, pour moi, en fait... C'est quand même le sultan qui parle. Et à partir du moment où on peut croire que, bon, pas qu'on peut croire, dans les sciences de la communication et de l'information, il a enseigné que le message est le médium. C'est-à-dire que le message n'a de poids et de sens que par rapport à celui qui porte le message. Peut-être comme cette fois, c'est le sultan qui l'a dit, l'écho et la résonance paraît différent, mais en réalité, ça avait déjà été dit à la tripartite. Il fallait limiter les mandats, mais ça va empêcher qu'en 96, que ce soit modifié en 2002, que le président revienne et tout ça. Non, moi ce qui m'a marqué, deux choses m'ont marqué. C'est d'ailleurs bravo à Equinox, qui nous a fait vivre hier en direct, dans l'après-midi, un grand moment de télévision. C'était la prise de parole des 5 généraux qui ont décidé de déposer les armes et de venir à la table de discussion. Et la spontanéité avec laquelle le Premier ministre les a reçus, moi, ça m'a fait chaud au cœur. C'était assez troublant. Et je crois qu'il n'y a que la CIAT TV et Equinox qui ont diffusé en direct ce qu'on a vu hier. C'était assez fort. Et ce que j'ai entendu hier, j'ai vu un des généraux, le porte-parole justement, qui a parlé, Bible en main, qui pleurait carrément, en demandant que la paix revienne et que il faut que l'État leur pardonne et que les frères qui sont de l'autre côté veulent vraiment que ça cesse. C'est assez fort et troublant. Et la deuxième chose qui m'a marqué également cette semaine, c'est le cri de détresse de la presse qui depuis lundi au Palais des Congrès, qui manifestement n'est pas pris en charge par les pouvoirs publics. Je pense que c'est regrettable et ce n'est pas très gai. Donc il faudrait peut-être que rapidement rectifier ça et que tous ceux qui ont eu de manière formelle les accréditations pour se rendre là-bas se plaignent un peu tôt. Il y a beaucoup de grincements dedans. Il faut rapidement que notre ministre du tutelle doit avoir de régler ça et de permettre à ce que ceux qui sont là depuis lundi, qui ont abandonné femmes et enfants et qui sont là-bas, qu'est-ce qui a été prévu faire sera être fait par nos principaux. Donc, du moins, la tutelle principale. Voilà. Alors, Camille Nélé, grand dialogue national, défi de crédibilité, de légitimité et d'efficacité. Il y a un certain nombre de griefs qui sont relevés. Le quotidien, le messager qui disait que le Premier ministre chef du gouvernement
les écoute, mais il n'entend pas, relevant ainsi les propos d'un membre de la délégation venue du Nord-Ouest. Non, j'aime bien le titre de la nouvelle expression. Effectivement, ce grand dialogue a effectivement ces deux défis à relever, la crédibilité et surtout l'efficacité. La crédibilité parce que, évidemment, il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de gens qui estiment à 20 ans que ce dialogue n'est pas ce qu'ils voulaient, ce dialogue n'est pas ce qu'ils attendaient, mais seulement tout cela oublie que depuis le discours du président de la République, le cadre du dialogue avait déjà été dessiné et qu'on demandait aux gens de ne pas sortir de là-dedans. Mais beaucoup sont allés au dialogue en estimant qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres considérations. Les Camerounais ont beaucoup d'autres problèmes et ces autres problèmes doivent être dits et peut-être discutés à l'intérieur de ce dialogue. C'est pour cela que ça s'appelle dialogue. Donc il y en a là-dedans qui voient le verre plein, comme par exemple certains membres du ADPC qui disent que non, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y en a qui le voient à moitié vide, il y en a qui le voient à moitié plein, et il y en a d'autres qui le voient complètement vide aussi. Donc ça dépend de la posture de chacun, ça dépend de la disposition intellectuelle de chacun de ceux qui prennent part à ce dialogue. Mais toujours est-il que le dialogue, comme vous l'avez dit, est en train d'avancer tout doucement. On verra bien ce que ça va donner à partir de demain, avec aujourd'hui la restitution des travaux en commission pour voir effectivement l'avancée et les avancées qui peuvent sortir de ce dialogue. Mais toujours est-il que la première des choses, et c'est ça que les gens ont oublié, c'est que le président a convoqué ce dialogue pour apporter une solution à la paix. C'est-à-dire que la cessation de la guerre dans le Nord. Mais seulement, il y a beaucoup d'autres considérations qu'il a évoquées aussi de façon subliminale et que les gens veulent bien que ces choses-là soient discutées. Bon, maintenant, il y en a qui pensent à tort ou à raison que le RDPC a confisqué et veut seulement à réunir les gens pour un monologue. D'autres ont même dit qu'il y a certains qui avaient régné le conflit dans le Nord-Ouest qui aujourd'hui avaient même refusé ne voulaient pas entendre parler de dialogue. Aujourd'hui, ils sont aux avant-postes. Oui, mais ça aussi, cette façon de dire que régner le conflit dans le Nord-Ouest, c'est relatif. Il y en a qui ont relativisé, il y en a qui ont estimé que ce n'est pas une question seulement de sécession, parce que la sécession, quand elle est arrivée après les revendications corporatistes, on a tout mis dans le même panier, mais on oublie que la sécession est un cas à part, est un dossier à part à traiter. Il y a toujours eu une revendication de cession depuis 1961. Alors aujourd'hui, qu'on ne pense pas qu'on puisse nier ou ne pas nier. Non, aujourd'hui, c'est selon chaque sensibilité. Mais toujours est-il aujourd'hui que les problèmes que vit le Cameroun, il y a beaucoup de gens, beaucoup s'attendaient à ce que tout soit débattu. Tout. Bon, évidemment, le gouvernement et le régime ne pouvaient pas permettre cela. D'abord, ça allait prendre 5 jours, comme c'est le cas. Et puis, il y avait des risques que ça se transforme en une sorte de conférence nationale ou de constituante, ce qu'ils ne voulaient pas. Mais toujours est-il qu'il y a quand même le mérite que pour la première fois, les gens sont assis pour parler, pour dire ce qu'ils pensent. Et surtout des gens venus d'horizons divers. Parce que le grand dialogue dépasse en réalité aujourd'hui la constitution des participants de la tripartite. La tripartite, en 1992, c'était trois partis. Mais aujourd'hui, il y a la diaspora, il y a les partis politiques, il y a tout, et même des sessionnistes. Donc moi, je pense que cette fois-ci, ce que les Camerounais, le plus important, c'est ce que les Camerounais attendent de la suite de ce dialogue. Des résolutions. Guy Hervé Fongan, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a eu ces ex-combattants, ces Amba Boys, qui se sont confessés et c'était extrêmement émouvant. Est-ce que le message de ces Amba Boys sera véritablement entendu et que soit à la fin du dialogue, les armes cessent de crépiter ou bien que les enlèvements cessent dans le nord-ouest et le sud-ouest et la paix revienne définitivement? Je reprendrai tout de go, oui, parce que il y a des raisons d'y croire et d'être optimiste au regard du déroulé et des témoignages reçus des personnes qui sont dans les commissions. D'ailleurs, je suis heureux de remarquer que les personnes qui ont nié l'existence de ce dialogue-là ne sont pas aux avant-postes. Contrairement à ce que le doyen semble dire, il semble vouloir relativiser le fait que certaines personnes aient nié. Mais je pense que quand tout un président de l'Assemblée nationale, en plein Parlement, estime que le problème anglophone n'est pas utile, qu'on puisse en parler à l'Assemblée nationale, ce n'est pas banal. Quand tout un président le dit, eh bien, ça veut dire que
on ne peut pas relativiser ça, ce n'est pas quelque chose à banaliser, et qu'au plus haut point, au plus haut sommet de l'État, voilà la perception par rapport à la crise anglophone. Et il ne me semble pas avoir beaucoup aperçu, par exemple le président de l'Assemblée nationale, depuis lundi, je ne l'ai pas beaucoup aperçu. Donc, et encore moins le président du Sénat. Voilà, donc je ne l'ai pas beaucoup aperçu. Non, encore le président du Sénat, ce problème-là ne s'est pas beaucoup prononcé. Encore que lui, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Il ne s'est pas trop prononcé. Contrairement au président de l'Assemblée, qui a plusieurs fois, en plein Parlement, a dit que c'était un sujet tabou. Il ne fallait pas qu'on en parle. Alors, maintenant, j'ai du mal à résister à la tentation d'être séduit par la une à l'expression. C'est vrai que c'est joliment dit en plus. C'est joliment dit. Défi de crédibilité, légitimité, efficacité. Donc tout est dit dans ce titre. Je veux dire que ça résume de manière magistrale la problématique. Le challenge qui attend ces gens. Crédibilité parce qu'en réalité, quand vous voyez le déroulé, la composition des différentes commissions, vous avez vu qu'il y a eu un discrédit réel et toute la presse en a rendu compte depuis hier qu'il y a une sorte, et même de l'intérieur, il y a beaucoup de sons dissonants, les gens qui sont partis, qui sont revenus, il y en a qui sont partis, qui ne sont jamais revenus, qui estimaient que c'était une sorte de roi soleil qui venait là-bas dire une homélie, et après les gens disaient Amen. Donc, ça jette un sérieux souci sur la crédibilité du déroulé du dialogue. Et légitimité en ce sens que, vous avez comme moi, avec le SIF par exemple, vu qu'il y avait des personnes qui estimaient que ceux qui ont reçu les cartons d'invitation n'étaient pas les personnes les plus légitimes pour parler au nom du parti. On a entendu des grincements de dents comme ça. Donc, et dans d'autres partis également, même dans le RDPC, des gens qui ont été invités, mais qui pour le parti même ne sont pas légitimes pour aller parler au nom du parti. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que ça rejaillit sur l'efficacité de ce qui va être obtenu comme résultat. Autrement dit, il faut que tout ça regarder l'essentiel. C'est joliment dit et ça résume toute la problématique qu'il y a en ce moment au Palais des Congrès. Mais en réalité, il faut admettre que les 5 généraux qui ont rejoint le Palais des Congrès depuis hier et avant-hier pour certains. Non, moi j'ai écouté Joshua Oshie. Vous l'avez indiqué qu'il y a un combattant qui l'a appelé. Pendant qu'il était en pleine commission, il a reçu un coup de fil des ambassadeurs qui estimaient que il souhaitait se rendre à Yaoundé, mais il voulait un certain nombre d'informations de garantie, s'il pouvait venir ou pas. Il a transmis l'information à qui de droit, je suppose que c'est le PM, et qui spontanément les a reçus. Pour moi, ça veut dire qu'ils suivent au quotidien ce qui se passe là-bas et qu'on peut trouver un compromis en termes de l'âge de guerre. Serge Espoir Matomba également faisait remarquer que au cours de la commission, dans laquelle il travaille, il y a les ambassadeurs qui ont assisté à cette commission-là et qui faisaient un certain nombre de remarques, qui prenaient la parole de manière naturelle et sans protocole, et qui leur faisaient remarquer de manière claire que, au cours de leur prise de parole, que ceux qui sont restés en brousse, là-bas, ils sont en communication permanente et ils espèrent et qui veulent savoir si on peut faire confiance à ce qui se passe à Yaoundé, ils veulent les garanties pour pouvoir véritablement, pourquoi pas, réaliser cette paix des graves. La paix qu'on avait avant. Et je pense qu'on a en même temps un devoir de vérité et de responsabilité. Ce qu'on ne dit pas aux gens. Bon, peut-être que tous les comptes rendus qu'on a vus, les gens étaient, il y avait peut-être une sorte de pupitre qui empêchait de voir véritablement. J'ai envie de dire que les gens étaient en babouche avec des pieds enflés. Je veux dire, quand vous voyez ce type de personnes parler des congrès, ça vous donne froid dans le dos. Il y en avait qui étaient en babouche, qui sont revenus de Bamenda et d'autres régions. Comment ils ont fait pour traverser? Qui avaient les pieds enflés, je vous dis qui avaient les pieds enflés, qui sont venus dire ce qu'il y avait dans le fond du cœur. Je veux dire que pour moi, c'est symboliquement fort et
et ceux qui tentent de C'est vouloir... un pas important C'est un vers pas le important retour à la paix. et ceux qui ont vu de la manipulation, qui dessinent le diable sur le mur, je pense qu'il faut, arrêter de tout scénariser, de tout diaboliser. Je pense qu'on a une occasion unique de retrouver la paix et nous tous, nous ne souhaitons que ça, parce que ça fait 3 ans qu'on souffre et il est temps que ça s'arrête. Camille Nelly, justement, pour rester sur, il y a une question qui est très importante. Maître Agborbala a d'ailleurs fait une sortie là-dessus. La forme de l'État. Beaucoup insistent sur le fédéralisme, pendant que le pouvoir indique clairement que non, on va accélérer la décentralisation. Est-ce que ça ne peut pas constituer une véritable pomme de discorde pour qu'on ne s'entende pas à la fin? Non, mais Jean-Paul Chonner, beaucoup par rapport à combien? On peut dire que certains Camerounais sont nombreux les Camerounais qui penchent pour la solution du fédéralisme, tandis que d'autres pensent effectivement pour la solution de l'État décentralisé. Mais l'État décentralisé, oui c'est la majorité, mais l'État décentralisé est inscrit dans la Constitution depuis 1996. L'État décentralisé a été évoqué, a été arrêté comme résolution au sein de notre... Sauf que 23 ans, ça avait une vitesse... D'aucuns considèrent que c'est un échec. C'est un échec, ça a été un échec. Bon, moi je pense intimement que en prenant la décision de convoquer effectivement ce grand dialogue, le président Biya a certainement pensé qu'il ne faudrait pas que ce soit lui qui annonce la décentralisation de façon unilatérale, mais qui réunisse les Camerounais et que les Camerounais se mettent d'accord sur la décentralisation, qui existe déjà en réalité. Bon, maintenant, quant à savoir pour le fédéralisme, entre le fédéralisme et la décentralisation, beaucoup aussi pensent que rejettent un peu la solution du fédéralisme parce qu'ils se disent que c'est la meilleure façon de préparer la sécession dans un avenir plus ou moins proche. C'est-à-dire que les États sont d'abord... Est-ce que ça peut empêcher la sécession? Écoutez, laissez-moi parler pourquoi. Je dis que beaucoup de gens qui rejettent le fédéralisme, ça c'est leur phobie, que en mettant des États fédérés, que ces États puissent tenter un jour de faire une sorte de sécession. C'est leur suspicion. Mais moi, je pense que la fédération, le Cameroun est passé par la fédération. Il a commencé par la fédération. Maintenant, avant de tomber dans l'unification et à l'État centralisé. Mais, toujours est-il que ces deux thèses sont débattues et vont être certainement débattues et vont être confrontées à l'intérieur de ce débat pour qu'on sorte avec quelque chose. Mais seulement, il ne faudrait pas que certains estiment que c'est la majorité qui l'a emporté ou bien que ça a été fait au forceps ou au forcing. Toujours est-il que ces deux notions, ces deux perspectives sont envisagées et par tout le monde au Cameroun et surtout par ceux qui sont à l'intérieur de ce débat. Donc aujourd'hui, on verra bien ce qui va sortir entre la thèse du fédéralisme, entre la thèse de la décentralisation, mais toujours est-il qu'on verra bien le fait encore dans le ventre de la poule. Alors, Guy Hervé Fongan, quand le quotidien, le Messager dit par exemple dialogue national, grand dialogue national, la forme de l'État, la racine du mal. Bah oui, c'est la racine. Je veux dire que c'était essentiellement autour de ça. D'ailleurs, vous avez remarqué comme moi que la plupart de ceux qui allaient dans les commissions espéraient se retrouver dans cette... C'est la commission la plus sollicitée. Tout le monde voulait être dans cette commission parce qu'en réalité, tous ceux qui sont allés là-bas, de Cabra Libi, Matomba, le maire de Bafan, du moins ceux avec qui j'ai... La plupart, tout le monde voulait être là-bas dedans. Tout le monde voulait dans cette commission-là. C'était vraiment le plat de résistance le lien de la guerre. Et je pense que non, depuis 1996, on en parle. C'est quoi que c'est trop tard aujourd'hui. Il faut migrer vers le fédéralisme. C'est pas parce que la majorité estime qu'il faut décentraliser qu'elle a forcément raison. Gaston Bachelard nous rappelle que le sens commun ne pense pas, si oui, il pense mal. Souvenez-vous, moi qui étais socialisé dans un moule catholique, quand il fallait entre Barabbas et Jésus, quand le gouverneur a demandé aux Juifs qu'il faut libérer, ils ont demandé de libérer Barabbas. Ils étaient les plus nombreux à libérer, et puis ils ont dit, que fait-on de Jésus? Ils ont dit, il faut le crucifier. Les plus nombreux. Et après, on a bien vu que ceux qui étaient minoritaires, plus tard, sont eux qui ont raison. Parce que les plus nombreux demandaient de libérer Barabbas, de crucifier Jésus. Mais bon, finalement, leur a demandé ce qu'il reprochait à Jésus aussi. Donc, c'est pas parce que la majorité dit qu'il faut décentraliser qu'ils ont forcément raison. Ils ont forcément raison. Et puis, voyez-vous, moi, j'aime employer cette image. Vous avez un enfant qui est au cours moins 1, à qui vous dites que quand vous allez réussir votre CEP, je vais t'acheter un ballon. Il passe le CEP, il n'a pas le fameux ballon. Il arrive en 6e, 5e, 4e, 3e. Il passe le BEPC, il lui tient le ballon
que je t'avais promis là, le voici. Il dit, mais attends, il dit, mais papa, tu rigoles. Aujourd'hui, je veux un vélo. Le ballon ne m'intéresse plus. Le ballon, oui, le ballon ne m'intéresse plus. Aujourd'hui, je veux un vélo. Ça fait depuis 96, il fallait décentraliser. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, il faut migrer vers le fédéralisme. C'est un impératif catégorique. Et puis, quand vous prenez l'argument du fédéralisme, quand vous reprenez en face un argument totalement tiré par les cheveux, c'est que le Cameroun est un et indivisible. Comme si le fédéralisme c'était la division. Donc il y a cet amalgame volontaire qui est entretenu, qui est construit par les turiféraires du régime. Quand vous parlez fédéralisme, on vous rappelle que le Cameroun est un État unitaire décentralisé, un et indivisible. Comme si parler de fédéralisme, ça veut dire division ou sécession, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que l'enfant qui est arrivé en 3e, qui a eu son BPC, est en droit de vous rappeler que le ballon là, il n'en veut plus. Il n'en veut plus. Aujourd'hui, il veut son vélo. Il a grandi. Aujourd'hui, il veut son vélo. Donc pour le cas d'espèce, il est urgent de migrer vers le fédéralisme parce que ce n'est plus alors du jour de la décentralisation. On aurait dû le faire depuis 96, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, l'enfant veut le fédéralisme. Camille Nélé, pour toujours rester sur ce grand dialogue national, il y a quand même certaines déceptions. Beaucoup de gens qui voulaient participer. Nous allons prendre le cas de Robert Messi, qui vit en exil depuis 92. Il avait d'ailleurs été le premier fonctionnaire à dénoncer, à déballer tous les grands détournements du régime Biya. Il indique qu'il a été floué par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur du cabinet civil Samuel Vondoayolo, tout comme le ministre Atangandji. Sa présence était-elle importante? La présence de Robert Messi était-elle si importante à ce grand dialogue national? Il faut dire que M. Robert Messi, qui fait la grande une du Messager aujourd'hui, se présente comme un invité de la 25e heure, qui estimait qu'il avait des choses à venir dire dans ce grand dialogue. Et l'auteur de cet article nous dit même, avec beaucoup de mauvaise foi, qu'il aurait été le premier fonctionnaire à dénoncer les détournements du régime, qui est M. Robert Messi, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne le connaissent pas. C'est un directeur de banque. Il a été administrateur, directeur général de la SCB, Société Camerounaise de Banque, qui est décédé, qui a été liquidé depuis très très longtemps. Un directeur qui, en réalité, avait fui le Cameroun, est parti du Cameroun en catimini pour aller se mettre en exil, effectivement, parce que justement, il savait très bien qu'il était sur le point d'être arrêté à cause de faramineux détournements qui lui pendaient au-dessus de la tête. M. Robert Messi est parti au Canada. Il est resté parce qu'il est parti, et quand il est resté, on a vu ici en 1992 une édition du journal, du magazine Jeune Afrique Économie, qui, soit dit en passant, Jeune Afrique Économie, qui avait présenté la photo de M. Biya et de Mme Biya, c'est sur la première page, avec un grand titre, comment le couple Biya a pillé la SCB. À l'intérieur, une interview fleuve de 5 à 6 pages. 5 à 6 pages, l'interview avait été menée par Célestin Monga, qui lui à l'époque était au cadre à la BICIC, qui est devenu BICEC par la suite, à qui on avait payé le billet d'avion Douala-Montréal pour aller faire cette interview. En réalité, cette interview était une opération politique. Parce que Messi, dans cette interview, il n'avait rien dit du tout. Il n'avait pas dit que M. Paul Biya avait volé de l'argent. Il n'avait pas dit que Mme Jeanne Rentia lui avait demandé de l'argent, ou M. Paul Biya avait demandé qu'on lui vire de l'argent. Il n'avait rien dit du tout. Mais seulement, la presse ici avait fait une sorte de focus sur ce numéro de Jeune Afrique Économie qui avait d'ailleurs été censuré. Et seulement, Jeune Afrique Économie de M. Talla, Blaise Pascal Talla, était à l'époque un magazine qui était farouchement opposé au régime. Mais seulement, quelques mois plus tard, après la mort de Mme Jeanne Biya, M. Talla a fait un gros reportage, publié un reportage sur la mort de Mme Jeanne Biya. Et depuis cette époque-là, Jeune Afrique Économie est devenu, c'est-à-dire ne prendre des perfusions à la présidence de la République. C'est devenu une sorte de support des publics reportages de la présidence de la République. Maintenant, je reviens sur Robert Messi. Monsieur Robert Messi, sa contribution au dialogue, quand il dit que lui voulait venir au dialogue et qu'il a voulu venir et qu'il a été
escroqués par M. Paula Tangandji, M. Mfondoyole, M. Ngongo, je pense que c'est une accusation très très grave. Et tellement grave que moi je dirais même incongrue. Lui-même pouvait venir dire quoi? Lui qui a fui le Cameroun, qui a laissé un château faramineux en Ngomizap, complètement enfui dans le broussailles aujourd'hui. Dans ce château de M. Messi, il y a même... Est-ce que vous pouvez imaginer, Jean-Paul Sunat, que les parkings de véhicules étaient au premier étage et les parkings pouvaient accueillir 50 véhicules. Un directeur de banque qui a fui et maintenant qui se présente comme un exilé. Donc moi je pense que des Camerounais des Camerounais comme lui devraient un peu se faire un peu plus petits, parce que au lieu de vouloir remuer des scandales ou de se présenter comme des héros, ils devraient d'abord commencer par savoir qu'est-ce qu'ils peuvent venir dire et qu'est-ce qu'ils représentent eux-mêmes en réalité. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que moi j'ai rencontré M. Messi en 1989, au moment 1988, au moment où un trou de 640 millions de francs avait été découvert à la SCB. J'ai fait un article à l'époque à la Gazette et M. Messi m'a fait venir, m'a fait quitter Douala pour aller à Yaoundé, où il m'a logé à l'hôtel Montfébé pour me rencontrer, me dire que, écoutez monsieur, vraiment vous savez les histoires de banque. Et quand on parle de l'argent qui disparaît dans une banque, c'est un gros coup de poignard contre l'image de cette banque. S'il vous plaît, ne parlez plus de cette affaire-là. Alors voilà quelqu'un aujourd'hui qui, lui, a voulu taire les scandales de l'SCB en 1998, mais aujourd'hui qui est en train de raconter qu'on lui a volé de l'argent. Moi, je pense que c'est incongru et c'est inadmissible ce genre de comportement. En tout cas, il y a rien de nouveau dans ce qu'il dit. Les gens ne connaissent pas M. Messi, mais ceux qui le connaissent peuvent se dire que, de toute façon, on sait que c'est sa façon de fonctionner. Donc, peut-être une phrase rapidement pour dire que j'ai failli rappeler à Messi, comme le Premier ministre a dit au sultan Djoula, qu'il est hors sujet, parce qu'un ancien banquier qui se gargarise d'avoir été au cœur des scandales, des détournements de fonds et tout ça, je pense que peut-être ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, il a sans doute oublié qu'il y a la CONAC et qu'il y a la NIF, donc il est hors sujet. Ce type de dénonciation qu'il allait faire là-bas, à la NIF et à la CONAC, pour l'instant pas de la crise anglophone. Et pour le cas d'espèce, s'il faut regretter une absence, c'est celle de Christophe Fauméon, qui a eu des positions assez radicales, qui a pris fait cause pour les ambassadeurs et les sécessionnistes. Et donc quelqu'un comme ça, on peut regretter son absence parce que il aurait été sur la table. Il était d'ailleurs président d'une commission. Il était annoncé par le PM lui-même. Donc quelqu'un comme ça aurait été utile pour nous, un vrai challenger. On l'aurait écouté et comprendre pourquoi est-ce qu'il est aussi radical dans ses prises de position quand on sait qu'il a les moyens de sa politique, la politique de ses moyens. On peut regretter Christophe Fauméon au grand dialogue, mais pas regretter un ancien banquier qui en réalité a traîné tellement de casseroles, qui mélange beaucoup de sujets, qui est hors sujet, qu'il a déposé toutes ces révélations qu'il a à la NIF et à la CONAC. Il reste qu'il est un enfant. Pour le cas d'espèce, on parle de la crise. Oui, c'est pour ça que je demande d'aller à la CONAC et à la NIF. Pour dénoncer ceux qui estiment avoir détourné les fonds. Mais Jean-Paul Julien, il est parti du Cameroun. On parle de la crise avec un passeport camerounais. Comment se fait-il qu'il n'ait plus de passeport camerounais? Le passeport arrivé à expiration. Mais il pouvait le renouveler. Il est un Camerounais, il n'avait pas. Je dis, il est parti d'ici. Et même, je vais vous dire une chose, jamais aucune convocation n'avait encore été adressée à M. Messi. Il est parti, il est resté tranquille, mais il sait très bien qu'il Selon vous, il a su ce qu'il a fait, il est parti avant l'heure. Voilà. Camille Nélé, on reste toujours sur le dialogue national avec la déclaration de M. Cyril Petro-Fodjon, qui est un membre de la brigade anti-Sardina, qui dit qu'on ne peut pas inviter les gens à une discussion lorsqu'on envisage de les arrêter. Comment appréciez-vous cette sortie de cet élément de la brigade anti-Sardina, qu'il faut le préciser, n'ont pas été formellement invités au dialogue? Mais ils n'ont pas été invités au dialogue, ils pouvaient demander qu'on les invite. Ils ne peuvent pas dire que les gens ne peuvent pas aller dans une histoire, ils peuvent être arrêtés. Voilà des gars qui ont tenu les armes, qui ont tué, qui avouent avoir tué. Ils sont arrivés, on les a pas. Sans être invités, hein. Sans être invités. C'est ce qu'on n'était pas invités. Voilà. Ils sont arrivés, ils disent, nous avons des choses à dire. Nous sommes dans la forêt, nous avons tué. Alors, ceux-là, la brigade anti-Sardina, elle a seulement cassé des ambassades et elle a seulement fait du bruit dans les rues. Maintenant, elle a peur de se faire arrêter, mais elle pouvait demander de participer. Moi, je pense que c'est des faux procès que fait ce jeune homme qui continue toujours dans cette démarche d'amalgame et d'enfumage. Des assassins qui se déclarent tels sont arrivés, on les a reçus, on les a entendus, ils ont même réussi à mouvoir tout le monde. Pourquoi est-ce qu'un membre de la base, un casseur d'ambassade ne peut pas arriver?
Guerre Fonga. Non, c'est vrai, c'est parce que le messager voulait forcément remplir une page et qu'il y avait à la rédaction, il n'y avait rien à faire. La nouvelle expression. Voilà, oui, bah, excusez-moi. Je ne comprends pas de manière objective pourquoi on donne la parole à ce genre d'individus. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut enterrer l'âge de guerre. Et si on a pu voir les gens venir en babouche au palais des congrès parce qu'ils avaient des choses à dire et qu'ils l'ont finalement dit, je pense que s'ils pensaient pouvoir être utiles, ils auraient pu se mouvoir et venir discuter avec les gens. Et puis, il y a Bobala qui est là. Il me semble pas qu'on l'a, au contraire. Il est même très actif et très violent dans les échanges. Et il y a ce qu'on le dit pour les gens, c'est très houleux. Hein. Il y a des éclats de voix là-bas très tendus durant les échanges. Et donc, et puis je suis heureux de ce qu'il a dû insister. Il aurait pu dire qu'il ne vient pas, puisque quand on avait circonscrit les thèmes de l'échange, il aurait pu faire comme les autres, dire qu'il ne vient pas. Il est venu à Bobala, il a imposé sur la table de discussion, il faut qu'on parle du fédéralisme, etc. Aujourd'hui, j'espère que ça ne se confirmera pas. On nous invente une nouvelle histoire. Moi, la commission la plus attendue, on parle on parle de régimes spéciaux pour les deux régions du Nord et du Sud. C'est parce qu'on met dans les régimes spéciaux. Pour moi, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'on mérite une attention particulière pour la reconstruction. Pour contourner le fédéralisme, on dit qu'on parle de régimes spéciaux, qu'on va accorder. De toute façon, attendons les dans 10 ans. Ça veut dire quoi? Non, ceux qui disent ça sont dans ces commissions-là. Les régimes spéciaux sont accordés à ces deux régions. Ça ne veut rien dire. Parce que dans 5 ans, 10 ans, quand le Grand Nord va lever le ton, il y aura un régime spécial. Quand l'Est va dire qu'on a beaucoup de bois, les enfants... Tout le pays va devenir spécial. Ça sera un régime spécial. Il faut qu'on trouve les vraies solutions aux vrais problèmes. Parce que quand on commence à régime spécial, là, c'est la fumisterie. Parce que dans 5 ans, 10 ans, l'Est vont dire qu'ils ont le bois, ils n'ont rien. Le Grand Nord va se mobiliser, ce sera un régime spécial, on va passer le temps, finalement les 10 régions seront des régions. On a tellement pris de bois à l'Est qu'on voilà. Donc il faut qu'on évite ce genre de raccourci. On évite ce genre de raccourci. Pour sortir ben, rien à dire. Moi, je pense que... Sur les résolutions attendues? Les résolutions attendues... Non, moi, je dis, on attend. On attend bien de quoi vont accoucher ces résolutions. Et ce sont ces résolutions qui... On aura le temps de scruter. Accorder la crédibilité, justement, à ce grand dialogue. Alors, la pensée du jour, mieux vaut rester sur sa soif que de l'étancher avec la boisson de la honte. Mieux vaut rester sur sa soif que de l'étancher avec la boisson de la honte. C'est un proverbe arabe. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.